Re-bienvenue à Mémoire digitale, un autre épisode où on rencontre des gens innovants, on digitalise leur mémoire, on leur permet justement de s'assurer que leur connaissance et leur vécu ne passent pas inaperçus et disparaît dans les méandres du web. Pour plusieurs, l'innovation, c'est de la robotique, c'est de la nanotechnologie, c'est de l'intelligence artificielle, c'est aller sur Mars. Pour d'autres, c'est l'implantation d'un CRM de gestion de courriel. Donc, l'innovation, pour plusieurs, c'est pas le même niveau d'implication dans la vie. Aujourd'hui, honnêtement, c'est un privilège pour moi de pouvoir parler aujourd'hui avec Dio Mantovani, qui est professeur et directeur du laboratoire de biomatériaux et bioingénierie de l'Université Laval. Parce que, plusieurs le savent, j'ai une petite fille qui a une jambe un peu plus courte que l'autre et je suis dans le milieu justement médical de comment on va régler tout ça, tout le kit. Et quand j'ai eu la chance de rencontrer Diego, il m'a parlé de choses qui s'en viennent dans 10, 15, 20 ans. Il me disait à quel point ça allait être facile de régler ça dans 15 ans. Malheureusement, on est 15 ans trop tôt. Et c'est ce qu'il fait à tous les jours. Bonjour, Diego, comment vas-tu? Bonjour, Pierre-Sébastien. Je vais bien, merci beaucoup. C'est spectaculaire le travail que tu as à faire à tous les jours. Il y a des gens qui rentrent, qui vont un soudeur, qui soudent leurs pièces de métal mécaniquement. Toi, tu travailles sur la médecine de demain. D'où est venu ce désir-là de participer à la médecine de demain? D'où c'est parti? En quoi l'innovation fait partie de toi au complet? La question est très intéressante, Pierre-Sébastien. D'abord, une chose. Toi et en général, beaucoup de personnes trouvent fascinant travailler dans la médecine de demain, mais moi, je trouve fascinant comment un soudeur peut souder d'une partie métallique mise ensemble. Donc, à chacun sa job. Moi, je te dirais, écoute, je vais prendre une partie de la réponse un peu large. Peut-être, si c'est trop large, ramène-moi sur la bonne voie. Mais regarde, j'ai grandi dans les Alpes italiennes, à la frontière avec la Suisse. Et depuis que je suis enfant, j'ai toujours eu l'envie d'aller au sommet et regarder de l'autre côté. Okay. Et ça, c'était quelque chose, je pouvais échapper des après-midi, faire 3-4 heures, monter sur le sommet, regarder de l'autre côté, pour le plaisir de voir ce qu'il y avait, mais surtout, j'imaginais ce qu'il y avait de l'autre côté de la montagne à côté. OK, donc ce que tu voyais pas, t'imaginais jusqu'où ça pouvait aller. Et parfois, après, naturellement, c'est contagieux, cette affaire-là, donc j'ai eu envie d'aller sur la deuxième montagne et regarder qu'est-ce que je voyais de l'autre côté. Je pense que si j'étais né en 1607, j'aurais probablement donné tout ce que j'avais en Europe pour monter sur la caravelle de Jacques Cartier et venir à regarder le Canada. J'aurais pas eu peur de la fin du monde, du plat. Donc, je te dirais... qui tombe au bout parce que la Terre était plate à l'époque. Exactement. Et toi, tu vas te perdre dans l'infini et tu ne pourras jamais plus revenir. Non. Disons qu'à la base, écoute, je pense quand je me regarde, aujourd'hui j'ai 53 ans. La chose bonne à 53 ans que tu as appris un peu, quand tu regardes ton parcours, tu comprends qu'est-ce qu'il a décidé pour toi, que certaines personnes appellent le destin, mais finalement tu comprends que c'est des petits choix jour après jour. J'aurais voulu devenir astronaute. Ça, j'étais enfant, 14 ans, mais j'ai toujours été plutôt dodu et j'ai fait tous les tests, tout était passé au niveau théorique, mais l'espace m'attirait parce que justement, on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté et ça m'attirait que c'est infini. Et comment c'est possible infini, oui? C'est un peu la fascination de l'inconnu? La fascination de l'inconnu, la fascination de ce qui est là, mais que toi, tu n'y accèdes pas ou pas facilement. OK. Donc, ça fait que, malheureusement, quand ils ont essayé de me faire rentrer dans la place d'un avion de chasse, parce que c'est ça qu'il faut faire pour devenir astronaute, je ne rentrais pas. Et donc, j'étais trop dodu pour ça. OK, donc, il appelle ça le bucket du pilote. Là, le bucket du pilote, je n'étais pas capable de m'asseoir. Okay. Donc, j'ai dû arrêter. Fait que honnêtement... On peut dire que tu étais à quelques livres de devenir astronaute. Mais plusieurs dizaines de livres, je pense. J'ai toujours été plutôt dodu. Donc, non, si c'était un livre 2, j'aurais peut-être fait un régime. Fort un mais peu là, il s'agissait de travailler fort en maudit. Donc, ça aurait été vraiment impossible. Donc, la deuxième chose que j'ai toujours eue, c'est la culture de l'eau-fort. Ça, c'est mes parents m'ont toujours... Mes parents, ma famille, la société, la culture un peu italienne, Italie du Nord, près de la Suisse. Il faut travailler pour avancer. Personne frappera ta porte en te proposant des chèques ou des aventures incroyables. Et donc, la capacité de maîtriser un peu les futurs est
est dans les mains de ce que tu fais aujourd'hui. Donc, il faut travailler pour obtenir. Donc, je n'ai jamais eu peur du travail. Je me suis toujours embarqué dans des études plutôt longues. Et quand j'ai compris que je ne pouvais pas faire l'astronaute, je suis allé dans l'ingénierie parce que j'ai trouvé intéressant l'idée de contrôler un peu l'environnement, agir sur l'environnement pour améliorer la qualité de vie des gens. OK. Par exemple, moi, travailler sur une auto, une Ferrari qui peut gagner 30 km par heure, toute une vie pour 30 km par heure, je pense que j'aurais perdu l'intérêt du travail. J'avais besoin de motivation. De changer un peu plus les choses de façon sociétaire que sur un outil ou sur une particularité, de faire des moves, on va dire, des transitions innovantes qui allaient vraiment changer la réalité des gens. Améliorer la qualité de vie des gens, avoir l'espoir que nous pouvons vivre mieux, nous pouvons réparer les dégâts ou les incorrections. Parfois, c'est des accidents, parfois, c'est simplement des petits, peut-être, problèmes génétiques qui sont transmis, ou parfois, c'est simplement des défauts de fabrication. Donc, on a un défaut et pouvoir les corriger, j'aurais tendance à te dire la certitude ou l'endurance de dire, si je veux, je peux changer. Donc, corriger les défauts de fabrication du corps humain ou éventuellement les accidents, etc. C'est quelque chose qui m'a passionné. Donc, j'ai entrepris des études en Italie et j'étais dans des programmes d'échange européens pour bénéficier. J'ai adoré mon séjour de 2 ans à Paris, à l'Université de technologie de Compiègne, dans laquelle on m'enseignait l'ingénierie à travers la biologie. Okay. Et ça, c'était quelque chose de complètement innovant. Tu vois, et là, c'est triste à dire, mais au Québec, on n'a pas encore un programme de génie biologique. Parce que c'est 2 mondes très différents. En gros, c'est voir l'ingénieur comme acteur de la renaissance, de la croissance des cellules. Donc ça m'avait fasciné déjà à l'époque. Mais est-ce que ça pourrait devenir un de tes projets futurs de lancer... Ça l'est. Ça l'est déjà. Ça l'est. Okay. En effet, de travailler sur ce cursus scolaire-là d'ingénierie biologique. Exactement. C'est ingénierie biologique dans laquelle tu as des ingénieurs et des biologistes dans le même département. Chose qui, dans une université au Québec, c'est une vision très révolutionnaire parce que les départements de biologie appartiennent aux facultés des sciences. Les départements d'ingénierie aux facultés d'ingénierie. Les 2 ont des conventions collectives et tout. Okay. Tout est différent. Donc, c'est comme vouloir faire une grosse piscine avec 2 baignoires complètement différentes. À température différente. À température différente, exactement. Donc, il faut arrimer un peu les choses. Donc, tu vois, dans cet apparent désordre, moi, je pense que j'ai travaillé pour arriver à début 2000 à mettre un peu de l'ordre et avoir des bases solides, mais sans être un expert mondial en ingénierie, et m'y connaître assez en biologie pour parler aux biologistes, tout en gardant l'ingénierie, mon approche qui est plus en ingénierie. Le goût de l'innovation, ça m'est venu vraiment je pense que c'est imprimé dans mon code génétique. C'est vraiment l'idée de dire, moi, ça m'intrigue quand les gens disent, ça, on ne peut pas le faire. Je dis, pourquoi on ne peut pas le faire? C'est pas parce que ça n'a pas été fait qu'on ne peut pas le faire. Exactement. Et ce n'est pas parce qu'on a toujours fait les nœuds dans nos lacets de chaussures avec d'abord en tournant à droite les lacets de gauche qu'on ne peut pas essayer en tournant à gauche les lacets de droite. Donc, tu vois, c'est un peu un challenge pour un défi, une envie de faire les choses différemment et observer, regarder si c'est intéressant ou pas. Si c'est intéressant, on continue à le faire comme ça. Si ce n'est pas intéressant, on se trompe chaque jour. Hein. Donc, on revient en arrière et on corrige et on refait. Donc, j'ai tendance à dire, dans ces mélanges de culture de l'effort, envie de regarder au-delà de la montagne à côté de toi. Donc, moi, ce qui m'intrigue, ce n'est pas la prochaine solution. C'est qu'est-ce qui s'en vient quand c'est sur lequel on est en train de travailler aujourd'hui sera déjà résolu. Donc, j'ai comme une petite longueur d'avance et je l'ai dit sans prétention, ce n'est pas du tout une question d'ego, c'est vraiment une question de goût de dire comment ce que je fais aujourd'hui pourrait déjà... Aujourd'hui, on pourrait très bien concevoir un auto en pensant tout de suite à comment récupérer l'auto quand le moteur sera fini. Et on pourrait en faire, par exemple, des vases de fleurs ou des baignoires pour des laveurs. Travailler sur le long terme. Ça m'amène 2 questions pour toi, Diego. Première question. J'ai trouvé drôle le propos que tu amènes que c'est probablement un bagage génétique, l'innovation chez toi. Est-ce que tu penses que l'innovation peut justement être un trait héréditaire?
Mon papa m'a donné toujours le goût de challenger ce que les autres n'étaient pas capables de faire. Donc, tu vois, mon père, qui a fini le primaire à son époque, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec déjà des difficultés familiales énormes, à un moment donné, il avait pensé de faire une maison au milieu d'une montagne. Quand tout le monde, il disait, ça n'a pas de bon sens, il dit, mais je vais faire 2 trous. Dans les 2 trous, je vais les aménager et je vais insérer 2 maisons. Donc, je pense qu'une partie est génétique, mais je pense que l'autre partie nous est propre. Et naturellement, chacun de nous a des talents qui sont peut-être un peu naturels et d'autres. Moi, par exemple, je ne serai jamais un marathonette et je ne serai jamais un coureur de vitesse. Et si je dois vraiment me mettre à la course, je serai plus pour le marathon que pour la vitesse ou le saut à obstacles ou des choses comme ça. Donc, je pense que chacun de nous a des facilités qu'ils doivent exploiter. Et après, il y a des irritants ou des limites qu'il doit essayer de bypasser. Et ça, le reste, je pense que ça nous est un peu propre. Et oui, moi, j'ai toujours eu le goût pour aller un peu plus loin, mais je pense que j'ai jamais eu peur. Je ne sais pas, j'ai jamais eu peur de ça, de dire qu'est-ce que je vais trouver au-delà de la montagne. Tu sais, je pense que c'est un trait qui est commun chez les gens qui sont innovants, cette non-crainte de l'inconnu. Cette capacité à vivre dans l'inconfort, de ne pas connaître tout ce qui s'en vient. Je pense que c'est un trait qui est relativement commun. Qu'est-ce que c'est? Si tu avais à donner une définition à l'innovation, selon toi, ça serait quoi la définition de l'innovation? Travailler en dehors de sa zone de confort. Ça veut dire travailler avec des méthodes, sur des sujets, avec des objectifs qu'on n'a pas fait hier et qu'on est sûr que ne seront pas celles qu'on va faire demain, mais qu'on est conscient qu'aujourd'hui, ils pourraient donner un résultat intéressant. Peut-être pas à la fin de lui-même, mais ça pourrait être intéressant pour avoir peut-être un résultat qui fait partie d'un panorama plus large, d'un écosystème plus large. Cette réflexion-là, tu dois la côtoyer à tous les jours dans le rôle que tu as au niveau du laboratoire des biomatériaux et bioingénierie avec l'Université Laval, justement de travailler sur des méthodes qui peuvent changer rapidement ou non la vie des gens. Tu as un bagage d'ingénieur. Tu sais, tantôt, je parlais, pour certains, l'innovation, c'est la nanotechnologie, c'est l'intelligence artificielle, c'est des termes dans lesquels vous devez être habitué de côtoyer. Qu'est-ce que le laboratoire concrètement? Tu sais, on avait expliqué qu'est-ce que le laboratoire de biomatériaux bioingénierie de l'Université Laval fait à quelqu'un qui marche sur la rue. Comment tu expliquerais le travail que vous faites à tous les jours? Le travail qu'on fait, j'aurais tendance à dire, nous allons chercher des matériaux qui sont plutôt utilisés au niveau industriel. Et donc, je parle d'acier inoxydable, polymère, téflon, les mêmes des casseroles, et on les agence d'une façon, moi je dis un peu savante, ça veut dire orientée pour être capable de, quand ils rentrent dans le corps, jaser, discuter, échanger, ne pas faire peur à nos cellules, et donc recomposer, restructurer, reformuler des tissus pour éventuellement remplacer des organes. Donc, on aide les matériaux à travailler pour la réparation ou les remplacements d'organes et tissus défaillants. Pratico-pratique, ça peut être au niveau des tissus pour des brûlés, ça peut être au niveau des stents pour des personnes qui ont, par exemple, des problèmes d'athérosclérotique au cœur, des infarctués, des maladies génétiques ou progressives avec l'âge, etc. Ça peut être des gens qui ont des problèmes orthopédiques ou dentaires. Donc, aujourd'hui, la science et l'ingénierie est capable de donner des implants dentaires qui ne font plus mal, qui marchent bien, et même on pourrait penser qu'ils pourraient disparaître, être réabsorbés dans la mandibule, former de nouveaux os, et dans 2 ans, on n'a plus de métal dans la bouche, mais on a de l'os réformé en utilisant un implant poreux comme guide pour guider nos cellules osseuses, celles que nous avons et qui sont déjà capables. Leur rôle dans la vie est celui de former de l'os. Et donc, voilà, notre rêve est celui d'un organ Tire, comme un Canadian Tire,
organ tailleur, tu vas à l'hôpital, tu gardes ton auto, tu rentres. Et je pense que le jour va arriver. Pour les dents, les jours est 2022, 2023, 2024. C'est demain, ça. On commence à voir des implants comme ça sur le marché auxquels nous avons contribué dans les derniers 3 ans. Et donc, les premiers implants seront implantés au mois de mars l'année prochaine en Europe. Le Canada, pour des raisons réglementaires, il y a encore peut-être 12-18 mois d'attente, mais c'est quelque chose qui va venir aussi en Nord-Amérique. Donc, d'arriver à arrimer un matériau hors organique à un organisme vivant pour que celui-ci s'adapte parfaitement à l'organisme vivant. Utiliser l'ingénierie pour aider notre corps à guérir mieux et à comprendre que là où il est malade, dans le corps, il y a des cellules qui pourraient reguérir, refaire, restructurer les parties malades, éventuellement carrément les remplacer. On va s'arrêter quelques instants. Diego, on va diffuser le vidéo qu'on a fait pour le laboratoire en ta compagnie pour que les gens voient un peu qu'est-ce que c'est que le laboratoire. Et après, on va revenir. Puis là, je veux qu'on rentre un peu plus dans le détail justement de ces différents départements-là que vous avez. Vous travaillez en nanotechnologie, vous travaillez en biomatériaux, vous travaillez avec des choses que peu de gens voient. Vous travaillez au niveau atomique. On parle de l'atome même, de la structure même des éléments qui viennent interagir ensemble. Et je veux qu'on rentre dans le détail un peu avec ça pour bien comprendre ça parce que ça fait partie justement de la fibre innovante qui t'habite, je pense. T'sais, on voit le parcours de Diego qui voulait devenir astronaute, qui malheureusement, avec quelques séances de gym, c'était pas suffisant encore une fois. Malheureusement, on travaille en ingénierie, on découvre la possibilité d'altérer ces matériaux-là, de les amener à un niveau microbiologique pour être capable d'aider l'être humain. T'sais, la majeure partie des gens que je connais qui sont allés en ingénierie ont fini ingénieur. Ingénieur civil, ingénieur mécanique, ingénieur... Tu as pris ton parcours, tu l'as amené complètement ailleurs en voyant une possibilité. Puis je veux voir comment ce réflexe-là d'ingénierie qui t'habite a été amené à la médecine d'aujourd'hui puis à la médecine de demain. Fait qu'on s'arrête quelques instants, on regarde justement la vidéo qu'on a produite pour le laboratoire puis on revient avec ça. Merci. La médecine de demain se bâtit aujourd'hui. Année après année, la recherche en sciences et ingénierie des biomatériaux repousse les limites afin d'innover avec des procédés qui permettent d'en modeler la structure, la surface et les performances. La force réside dans l'union et le partage des connaissances. Une réflexion créée aujourd'hui apportera une solution pour notre avenir. Le laboratoire de biomatériaux et bioingénierie de l'Université Laval est un joueur clé dans ses recherches depuis l'an 2000. L'excellence, la créativité, la curiosité, le respect, l'égalité et la solidarité font de notre laboratoire un lieu de savoir et d'innovation. Cet environnement multidisciplinaire qui abrite des chercheurs en chimie physique, biologie, ingénierie des matériaux, médecine, a la chance d'évoluer avec des membres provenant des 5 continents. Notre rôle est d'être à l'avant-garde des innovations médicales pour permettre à la société d'en bénéficier le plus rapidement possible. Que ce soit par l'analyse et la recherche sur les biomatériaux spécialement conçus pour un rôle précis et personnalisé, ou la transformation de la surface de l'implant en écosystème proactif capable de promouvoir une réaction spécifique avec les cellules et tissus environnants, ou même des essais avancés in vitro, remplaçant en grande partie les essais sur les animaux vivants. Notre mission est de favoriser l'intégration des sciences de base appliquées et cliniques, de faciliter la transposition de cette science au domaine de la santé et aux interventions cliniques, de soutenir les industriels dans la recherche et le développement d'implants chirurgicaux performants et abordables, et de promouvoir l'excellence dans la recherche scientifique en bioingénierie et en biomatériaux. C'est fascinant. C'est spectaculaire ce que la médecine de demain ou ce sur quoi vous travaillez en ce moment va nous apporter. On en a eu un bel exemple dans la vidéo qu'on vient de présenter. Diego, comment vous faites pour penser à des solutions comme celle-là? Comment on pense à intégrer une plaque dans une dent qui se modifie en os avec le temps? Le travail, à la limite, ça peut te sembler un peu basique, mais le travail est simple parce que ce qu'il faut penser, c'est l'environnement biologique, donc l'os, à côté de laquelle nous voulons intégrer une plaque. Nous voulons intégrer une plaque parce que l'os est souvent
Parfois, il est brisé ou il a eu un cancer ou en tout cas, il est endommagé. Donc, on pense quelles sont les premières couches de l'os qui vont entrer en contact avec les matériaux que je veux mettre à côté. Ces matériaux-là sont composés aussi des couches atomiques. Si c'est un métal, c'est organisé par une structure cristalline définie. Ça veut dire un peu comme empiler des œufs à l'intérieur d'un bac ou des oranges. Si c'est un polymère, c'est plus comme déverser des spaghettis dans une grosse casserole et les molécules des polymères sont les spaghettis qui sont là. Donc, dans un cas, on a des œufs bien structurés. Dans l'autre, on a des molécules qui peuvent plus ou moins rentrer en contact avec les premières couches d'os. Ce sera déterminant comment les deux ils vont se parler en premier. Donc, notre rôle est celui d'agir comme des médiateurs entre les premières couches du métal ou du polymère de l'implant, celui que nous pensons doit être implanté pour réparer, par exemple, l'os ou stimuler sa régénération dans le cas d'un cancer, et les dernières couches de l'os. Une fois que j'ai enlevé les cellules malades, par exemple que j'ai nettoyé du cancer ou que j'ai nettoyé la blessure, donc je veux mettre des cellules saines d'os qui sont capables de reformer du nouveau os, mais si je ne leur mets rien à côté, ils ne le feraient pas, pour la simple raison que les traumatismes qu'ils ont reçus du bris ou de l'accident ou de la maladie est trop gros pour eux pour répartir tout seul. Ils ont besoin comme un petit tic, un petit Gatorade. Un tuteur qui va leur dire un peu après à quoi s'accrocher. Exactement. Par exemple, dans le cœur, on met un tuteur, on met un petit stent, un petit ressort qui dilate l'artère et qui lui rappelle qu'une artère implantée saine, elle est dilatée. Et donc, en étant dilatée, 6 mois après, même 3 mois après, l'artère ce sera normal pour être redilaté. Si je peux implanter l'implant. Si je pouvais implanter l'implant, je pourrais l'implanter, donc l'enlever, et l'artère serait comme quasi semblable à l'artère qui était faite par la génération du corps et de l'organisme tout seul. Donc c'est de ramener un tissu, un os à son état naturel post-trauma. On peut dire ça comme ça, là, si je prends des beaux mots médicaux, puis j'ai mis mon sarreau. Là. Mais bon, si je comprends bien, puis là, je ne suis pas allé à l'université comme toi, Diego, mais on parle de corrosion du métal à l'intérieur du corps humain. C'est-tu dans cette lignée-là que si on veut qu'éventuellement le métal se transforme en os, il doit y avoir une réaction chimique qui doit se produire à quelque part? Par exemple, c'est une excellente question, et même si tu n'es jamais venu à l'université, je pense que tu as la bonne vision. Par exemple, lorsqu'on prend un métal et on l'implante dans l'environnement osseux, il y a une question de fluides, il y a une question de cellules, il y a un changement de pH, il y a un environnement salin, il y a un pH qui est neutre, mais dans les cas d'inflammation, ça peut devenir un peu acide, etc. Effectivement, il y a de la corrosion qui commence. Alors, tu regardes, depuis 1975 à 2010, on a toujours combattu cette corrosion. Ça veut dire qu'on a dit les métaux corrodent, mais nous, on élabore des métaux qui ne corrodent pas. Par exemple, on a le métal, l'acier inoxydable, qui, lui, au niveau atomique, il a une centaine de couches d'atomes d'un oxyde qui est chrome-cobalt, qui est luisant. C'est pour ça que l'acier inoxydable ne rouille jamais. Et qui, finalement, il interfaçait la biologie, mais sans jamais permettre aux dernières couches de l'os d'interagir avec les métals, parce qu'il trouvait les chromes, et les chromes n'est pas nécessairement un matériau qui est biologique. Donc, il ne les reconnaissait pas, il créait une capsule, il subissait l'implant. L'implant mécaniquement soutient le corps, et encore aujourd'hui, il y a probablement plusieurs centaines de milliers de personnes au Canada, quelques dizaines de milliers au Québec, qui vivent avec un implant de chrome cobalt qui est parfait. Moi, j'en ai une dans mon épaule, exact. Moi, ils m'ont dit, on ne te l'enlèvera jamais, elle va rester là. Exactement. Probablement, elle est encapsulée, donc elle ne travaille pas avec le corps au niveau biologique, elle travaille avec le corps au niveau mécanique. Elle aide au niveau structural à soutenir et à te permettre de faire des mouvements, soulever des poids, etc. Est-ce que, en travaillant au niveau
atomique, au niveau de la structure même des matériaux, on ne diminuerait pas potentiellement le nombre de rejets de pièces de métal? On parle souvent des interventions, il y a un risque de rejet, il y a de la médication à prendre en fonction de ça. Est-ce que c'est des choses qui pourraient entrer en ligne de compte dans le processus? Les rejets, nous, on les définit comme un événement que le corps met en place, le corps, l'organisme, les cellules met en place pour justement essayer d'éliminer l'implant qu'on a implanté. Mais c'est redondant parce que l'implant, on l'a implanté pour aider le corps à continuer à faire une fonction. Mais lui, il ne le comprend comme pas. Il voit que la structure du corps, la composition est différente, donc il essaie de rejeter. Aujourd'hui, les nouveaux implants sont faits en métaux dégradables qui exploitent cet environnement différent qui est là d'une façon beaucoup plus active et non pas réactive. Donc, ça veut dire que les métals se dégradent. Les magnésiums, en se dégradant, deviennent des oxydes, des hydroxydes, des carbures de magnésium. Et c'est au niveau ionique, ça, c'est de la nourriture pour les ostéoblastes, qui sont les cellules qui forment du nouveau os. Donc, ils prennent de la force de la dégradation du magnésium et donc il réforme du nouveau os. On a d'un os nouveau, les mêmes os qu'on a eu dans le fœtus lorsque le premier os s'est formé, c'est le même processus, on les remet en place en exploitant les magnésiums, par exemple, dégradés, qui deviennent nourriture à ostéoblastes et deviennent comme un booster, comme un Gatorade qui accélère la formation de nouveaux os. Jusqu'à temps qu'il ait repris ce qu'il était à lui avant. Entre 6 et 18 mois après, les métaux sont complètement disparus. On fait un rayon X, on passe dans un détecteur de métal à l'aéroport, il n'y a plus de métal dans le corps, les magnésiums, une grande partie a été éliminée par les reins et les fonctions biologiques, et le restant, une toute petite partie, environ 10%, a été métabolisée par les cellules et est devenue de la nourriture à cellules pour former du nouveau os. Donc, ça, c'est vraiment une approche que je considère super intéressante. On utilise les matériaux faits par l'homme, par l'ingénierie, afin de stimuler la biologie à faire ce qu'il a déjà fait, mais qu'aujourd'hui on ne fait plus dans notre corps parce qu'on est âgé, parce qu'on a eu des processus pathologiques ou génétiques qui nous ont amenés pratiquement à vieillir. Et c'est... Par le passé, réussir à trouver des technologies comme celle-là, bon, ça prenait probablement des corps humains, des tests sur des animaux pour voir comment ça réagit, avoir de la donnée, de la métrique à analyser pour être capable de voir est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas, des pertes, Qu'est-ce qui permet aujourd'hui dans l'innovation au niveau du laboratoire de réussir ces tests-là? Parce que pour réussir à trouver que ça fonctionne, il faut l'avoir essayé. On s'entend, là, c'est pas du jour au lendemain, on dit on va l'essayer puis on verra ce que ça marche. Il y a un protocole de recherche qui est mis en place. Comment maintenant on est en mesure de faire ces recherches-là et accélérer ces découvertes scientifiques-là? C'est une excellente question encore une fois parce que effectivement, nous on travaille en 4 étapes. La première étape, c'est avoir l'idée. La deuxième, c'est développer la preuve de concept. La troisième, c'est l'appliquer à des implants. Et la quatrième, c'est la valider. Ces 4 étapes, à partir d'une idée, arriver en validation, oui. Je vais juste arrêter une seconde. Vas-y. Le processus que tu viens de nommer là s'applique à la médecine, à la science, mais elle s'applique à toutes sortes d'innovations. Exactement. Parce que dès qu'on a une idée innovante, que ce soit en nanotech, que ce soit en AI, on va avoir les mêmes étapes à passer pour arriver à valider notre idée puis voir la faisabilité de notre idée. Exactement. Et contrairement à ce qu'on peut penser, la plus difficile est la première, et avoir l'idée. Parce que la première et la deuxième, avoir l'idée et valider la preuve de concept. Parce que finalement, ce n'est pas si facile. On a tous beaucoup d'idées, mais il faut trouver les idées qui arriment la technologie que nous avons pour les mettre en place. Et donc, une fois qu'on a mis en place l'idée, on peut l'améliorer, développer le procédé et finalement, nous devons la valider. On dit que pour faire les 4 étapes, ça prend dans une équipe moyenne, donc composée de biologistes, ingénieurs, etc., ça prend entre 1 et 5 ans. Okay. Ce qui est intéressant, c'est que les derniers 2 ans seront employés et quasi dédiés à travailler sur les aspects biologiques. Donc, la biologie se divise en 2 grandes étapes.
la première étape, c'est les validations. Nous, on appelle en laboratoire. En jargon médical, on dit in vitro. Ça veut dire pratiquement sur une paillasse. C'est les petites boîtes qu'on a vues dans la vidéo, qu'on voit l'espèce de représentation d'une artère qui bat à ce moment-là. Non, ça, c'est l'innovation. Alors, j'y arrive. À la base, les in vitro, ça se fait dans des boîtes de pétri. C'est des boîtes simples de la grandeur d'une dizaine de centimètres, mais ça peut aller aussi plus petit à 3 centimètres. On isole des cellules qu'on a pu acheter aussi commerciales et on les met en contact avec nos matériaux selon différents protocoles. La question à laquelle on répond, c'est est-ce que les matériaux et les produits de dégradation, etc., sont ou pourraient être toxiques pour le corps humain? Okay. Une fois que cette réponse a été élucidée, donc qui ont dit non, parfois ça peut demander une certaine rétroaction pour revenir en arrière, corriger, faire épaissir. D'autres tests, essayer d'autres matériaux. Donc, il y a de l'essai-erreur dans le développement de tout ça. Il y a beaucoup d'essais-erreurs parce que parfois il s'agit d'améliorer un procédé ou on n'avait pas pensé à caractériser un certain mécanisme, par exemple de dégradation, qu'on pensait qui était secondaire, mais finalement, on voit qui est principal. Et donc, ça veut dire renverser un peu ce qu'on avait fait à penser. Je te dirais aussi qu'avec l'expérience, on apprend et on raffine notre capacité à aller tout de suite par voie plus rapide. Une fois que les in vitro, donc que le laboratoire nous a donné des réponses plutôt positives, nous pouvons aller dans les in vivo. Pratico-pratique, c'est encore du jargon médical, mais ça veut dire un essai chez l'animal. Okay. Avec toute l'éthique qui s'impose, naturellement. On n'utilise pas d'animaux pour utiliser d'animaux, mais on veut répondre à des questions très spécifiques. Et souvent, les questions spécifiques se divisent en 2 grandes classes. La réponse spécifique de l'animal, si c'est une plaque qu'on l'implante dans l'os, on va l'implanter par exemple dans les tibias ou dans le fémur d'un veau, par exemple. Okay. Ça pourrait être dans le cas d'un stent artériel, on va plus aller par exemple dans le cœur d'un cochon pour des similarités au niveau du modèle. Les cochons nous rassemblent pour le cœur, mais les veaux nous rassemblent plus pour l'os, okay. Pour l'os, etc. Donc une fois qu'on a répondu à la réponse systémique, à la réponse spécifique, on va à réponse systémique. Ça veut dire on va être sûr que l'implant ne dérange pas le corps humain. Mais dans le laboratoire, on s'est dit la réponse systémique, ça veut dire remplacer entièrement un cochon ou un veau, c'est quand même compliqué. Faire quelque chose en laboratoire. Mais pour la réponse systémique, il s'agit souvent de reproduire dans les petites boîtes que nous avons vues dans les vidéos, reproduire un semblant, nous on dit quelque chose à relevance physiologique ou pathologique de notre corps sain ou malade, physiologique ou pathologique. Donc l'idée c'est pourquoi nous ne pouvons pas recréer, grâce aux avancées biologiques aujourd'hui, un environnement sain ou malade, très limité, très petit. Dans le cas, par exemple, d'une artère, il s'agit juste d'une paroi vasculaire composée exactement de cellules qui, elles aussi, pourraient venir de la veine ombilicale humaine. Okay. Donc, ce ne sont plus des cellules qui viennent de l'animal. Et donc, il y a un gap au niveau du modèle, il y a une différence, il y a des questions qui n'ont jamais été élucidées. Par exemple, les cochons ne développent jamais de l'athérosclérose, même s'ils mangent très gras. On a même essayé. Ça serait bon pour moi, ça d'ailleurs. Ça serait très, très bon pour moi. Absolument. On a même essayé à faire fumer des cochons. Mais même si on les fait fumer, ils ne développeront jamais l'athérosclérose. Donc, quand on teste quelque chose chez le cochon, c'est comme si on testait chez un humain sain. Mais dans la réalité, on n'implante jamais un biomatériau, un implant dans un humain qui est sain, mais juste dans un humain qui est malade. Qui a une pathologie qu'il faut régler. Qui a une pathologie, exactement. Si on n'a pas de douleur, on ne va pas chez le médecin. Donc les essais sur animaux amènent quand même toujours un pourcentage d'inconnus dans la migration vers le corps humain. Et si on ne peut pas s'en passer pour les essais systémiques, on pourrait peut-être s'en passer pour les essais spécifiques. Donc, pour la réponse spécifique au niveau cellulaire, nous avons pensé au laboratoire de créer des modèles in vitro, donc des modèles réduits, mais qui ont la même composition, la même physiologie, la même fonction que celle de notre corps. Pratico-pratique, on a des mandibules pour implanter des implants dentaires, faits à partir des cellules humaines, des biopsies qui ont été prises chez des patients dans une clinique
dentaires ou des cellules des veines ombilicales humaines que nous avons cultivées en laboratoire à partir des structures d'échafaudage pour refaire des artères dans lesquelles nous implantons nos matériaux qui peuvent être dégradables ou pas, avec les recouvrements proactifs dont on parlait tout à l'heure, pour stimuler la réponse cellulaire. Et l'ensemble de ça, ça nous permet de réduire entre 60 et 70% le nombre d'essais chez l'animal, mais ça réduit de 90% les budgets, parce qu'à la place d'avoir des animaux sacrifiés, et même au niveau éthique, responsabilité éthique envers les animaux, je trouve que c'est beaucoup plus élégant. Mais clairement, si on peut diminuer ces tests-là sur les animaux puis arriver avec des tests beaucoup plus systémiques, donc beaucoup plus précis sur des réponses très précises, on a sauvé une partie de tests qui aurait pu être fait justement de façon in vivo, in vitro par votre technologie, on gagne énormément de temps. Fait que pour bien comprendre puis vulgariser le tout, vous recréez des parties de corps humain nécessaires pour pouvoir faire les tests sur vos biomatériaux. Exactement. On recrée des parties du corps humain. D'abord, on les recrée saines et ensuite, on les recrée malades. Donc, on les recrée saines. On engendre dans ces tissus la même maladie que l'homme a vue. Et finalement, quand on a un tissu qui était sain, qui aujourd'hui est malade, au même niveau de progression de la maladie que les patients dans lesquels il va être reçu, et aussi, nous pouvons considérer la spécificité homme-femme, par exemple, ou nous pouvont considérer s'il y a des maladies génétiques, ou si, par exemple, des différences ethniques, comme nous savons ça existe. Donc, nous pouvons faire une approche beaucoup plus personnalisée. Dans les cas, par exemple, d'enfants, ça, c'est essentiel, parce qu'il n'y a pas deux enfants qui sont égaux, et même leur système immunitaire est encore en phase de développement. Donc, c'est très important de répondre à des questions qui sont spécifiques à l'individu que nous avons devant. Est-ce qu'on pourrait partir de cette cellule-là du cordon ombilical et l'amener à une certaine maturité selon quel test on veut faire? Justement, l'amener à la maturité d'un enfant, l'amener à la maturité d'un homme de 53 ans. Est-ce que c'est jusque-là qu'on peut pousser cette technologie-là? En effet, dans le corps humain, toutes nos cellules meurent et se recréent. Donc, il n'y a aucune cellule. Moi, j'ai 53 ans sur le permis de conduire, mais dans la réalité, mes cellules ont un maximum une centaine de jours. Okay. Donc, chaque 100 jours, je suis un peu généraliste, certains biologistes ou médecins pédiatres, on ne sera pas tapé ses doigts. Ils me taperaient sous les doigts, mais j'ai tendance à dire que maximum chaque 100 jours, tout notre corps se renouvelle. C'est comme si la maison dans laquelle on habite, chaque 100 jours, d'un processus qui est continu, ça ne marche pas, on refait les murs, les composantes, les systèmes électriques, etc. C'est pour ça que nous sommes capables de nous adapter à n'importe quoi, n'importe quelle condition, et nous sommes capables d'intégrer ce que l'environnement, la maladie, etc. nous permet de faire. Donc, oui, nous pouvons, en isolant une veine ombilicale humaine, on a assez de cellules pour penser à refaire toutes les parties du corps humain dont nous aurons besoin dans les prochaines 100 ans. Donc, la nécessité en termes de matériel organique que vous pourriez avoir besoin, plus la société va engendrer d'enfants, plus on va avoir des veines ombilicales, plus vous allez être en mesure de vous outiller pour développer le futur. Et en plus, j'aurais tendance à te dire, le Canada est toujours très prudent, et le Québec aussi, et moi je suis content de vivre dans un environnement prudent, mais il y a des pays qui osent un peu plus, et par exemple, nous travaillons avec des entreprises de l'Amérique latine, dans lesquelles déjà depuis 10 ans, depuis 2012, il est possible de préserver les dents de lait des enfants qui sont chargés de cellules souches pluripotentes et qui sont vraiment jeunes, avec une puissance incroyable de devenir n'importe quelle cellule qui est dans le corps humain et qui nous permettrait de les congeler à l'azote liquide, donc moins 196, et les stocker dans des endroits naturellement planifiés aussi pour des arrêts électriques, etc., pour au moins 100 ans, et garantir à cet enfant qui aujourd'hui perd les petites dents de sagesse, non, les petites dents de lait, je pense que ça s'appelle des dents de lait, il perd les petites dents de lait, on enlève les cellules souches dentaires,
on les stocke à moins 196 et à partir de ces cellules, pendant toute la vie du patient, nous pourrons recréer des organes. C'est un petit peu dans le futur, ça je pense, c'est dans 20-25 ans. Moi, il y a un point ultra important, il ne faudrait juste pas enlever le travail de la fée des dents par contre. La fée des dents va vouloir garder. Je pense qu'elle syndique elle aussi, d'ailleurs. Ça serait important. Mais honnêtement, Diego, c'est fascinant les possibilités qui sont encore inconnues. Là, tu l'as dit, l'autre côté de la montagne. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la montagne? Puis qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la montagne qu'on ne voit toujours pas? C'est fascinant de voir évoluer ça. On va suivre ce qui se passe au laboratoire, assurément. Pour ceux et celles qui ont des questions, il faut aller voir sur Internet. Vous les trouverez assez aisément. Là. Un énorme merci d'avoir été avec nous aujourd'hui à Mémoire digitale, Diego. Je pense que ta mémoire valait la peine d'être digitalisée. Merci beaucoup à toi et à vous pour votre travail. Et moi, je trouve c'est très intéressant. Vous innovez aussi dans votre domaine. Et cette innovation nous touche et j'aurais tendance même à nous stimule. Donc, merci de travailler en partenariat avec nous sur ce sujet et je serai disponible pour garder une mise à jour quand et aussi longtemps que vous en aurez l'envie et le besoin. On se reparlera assurément. Un gros merci Diego Mantovani, qui est professeur et directeur du laboratoire de biomatériaux et bioingénierie de l'Université Laval, qui est avec nous aujourd'hui dans Mémoire digitale. Soyez là pour une prochaine Mémoire digitalisée. C'est des rencontres comme ça tous les fois qu'on va avoir la chance de vivre, donc on se revoit bientôt.